Je m'appelle Julien Dubois. Depuis près de 40 ans, mon univers est tissé de papier et d'encre, le doux froufroutement des pages que l'on tourne servant de bande-son à ma vie. Ma femme, Camille, et moi avons bâti le marque-page à partir de rien, au cœur de notre petite ville de Belle-Rive, nichée au bord d'une rivière. C'était bien plus qu'un commerce, c'était un sanctuaire, un témoignage vivant de notre amour commun pour les histoires. Mais Camille est partie il y a 3 ans, et le silence qu'elle a laissé derrière elle est une langue que j'ai apprise à parler malgré moi. Le chagrin, autrefois un raz-de-marée, s'est retiré pour devenir une douleur sourde et constante, un membre fantôme que je cherche dans la nuit. La librairie, elle aussi, ressent son absence. Le fauteuil usé près de la cheminée où elle aimait lire de la poésie à voix haute est vide. Le grand livre de contes, jadis son domaine, est maintenant mon fardeau solitaire. Notre fils unique, Mathieu, pourrait tout aussi bien vivre sur une autre planète. Un fossé s'est creusé entre nous il y a 2 ans, une blessure faite de mots durs et de mondes qui s'affrontent, qui refusent de guérir. Ainsi, mes journées se déroulent selon un rythme prévisible et solitaire, le tintement de la clochette au-dessus de la porte, l'odeur du papier vieilli et du café fraîchement coulé, et le lent tournoiement des pages, aussi bien celle des livres que je vends que celle du chapitre solitaire de ma propre vie. C'est lors d'une de ces journées, un mardi de fin octobre alors que les platanes dehors laissaient tomber leurs feuilles dorées comme des larmes, que la clochette a tinté, et que tout a commencé à changer. L'air qui s'est engouffré était vif, porteur d'une odeur de feu de bois et de terre humide. Une jeune fille se tenait en silhouette dans l'embrasure de la porte, hésitante, comme si elle se demandait si la chaleur à l'intérieur était une promesse ou un piège. Elle ne pouvait pas avoir plus de 16 ans. Elle était menue, avec une maigreur sur son visage qui parlait de repas manqués, et ses vêtements un sweat à capuche élimée et un jean délavé aux genoux flottaient sur sa silhouette. Un sac à dos en lambeaux, dont les bretelles étaient renforcées avec du ruban adhésif, était jeté sur une épaule. Mais c'est son visage qui m'a fait marquer une pause, ma main se figeant au-dessus d'une pile de factures. Il y avait une familiarité délicate dans la courbe de sa mâchoire et dans le gris profond et interrogateur de ses yeux. L'écho de quelqu'un d'un passé que j'avais enfermé à double tour. Elle a dérivé entre les rayons, ses mouvements fluides et silencieux. Elle ne faisait pas que regarder, elle communiait. Ses doigts traçaient les titres en relief sur les dos des livres avec une révérence que je comprenais au plus profond de mon être. Elle a sorti un mince volume de poésie de Prévert d'une étagère, le berçant dans ses mains comme s'il s'agissait d'un oiseau blessé. Pendant 20 minutes, elle est restée là, perdue pour le monde, à lire. Je suis retourné à mes chiffres, lui laissant l'espace dont elle semblait avoir besoin, mais je l'observais du coin de l'œil. Le calme de la boutique semblait différent avec elle, moins comme un vide et plus comme une paix. Finalement, elle s'est approchée du comptoir, le recueil de poèmes serré contre sa poitrine. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix douce, presque emportée par le ronronnement du chauffage. Oui. J'ai levé les yeux de la triste réalité de mes finances. Est-ce que vous embauchez ? Elle a changé de pied, une énergie nerveuse vibrant juste sous son calme apparent. Je suis une travailleuse acharnée. Et je m'y connais en livres. J'ai posé mon stylo, l'étudiant plus attentivement maintenant. La lassitude dans ses yeux semblait ancienne, un contraste saisissant avec la jeunesse de son visage. Quel âge as-tu ? 16 ans, répondit-elle rapidement, une vivacité répétée dans le mot. Mais je peux faire tout ce dont vous avez besoin. La mise en rayon, le nettoyage, la caisse. N'importe quoi. Comment t'appelles-tu ? Léa. Une courte pause. Léa Lambert. Lambert. Ce nom était une clé tournant dans une serrure rouillée. J'ai gardé une expression neutre, une vie de calme et de maîtrise de soi me servant bien. Où loges-tu, Léa ? Son regard est tombé sur le bout usé de ses bottes. Au foyer de l'Aube, sur la rue du Moulin. Un foyer. Cet enfant, avec son âme ancienne et son amour pour la poésie, était sans abri. Le fragile échafaudage de mon sang-froid a tremblé. Et tes parents ? Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, dit-elle, sa voix si basse que j'ai dû me pencher en avant. Mon père. Il est mort avant ma naissance. C'est ce qu'elle m'a toujours dit. Elle a récité les faits de sa vie avec un stoïcisme détaché qui était plus déchirant que des larmes. Une histoire racontée tant de fois qu'elle avait perdu ses angles vifs, usés et polis comme un galet de rivière. J'en suis sincèrement désolé, ai-je dit, et les mots semblaient terriblement inadéquats. Merci. Elle a de nouveau croisé mon regard. Comment s'appelait ta mère ?
La question a quitté mes lèvres avant que je ne l'ai consciemment formulée. Sophie, dit-elle. Sophie Lambert. L'air s'est raréfié, et pendant un instant, la librairie a semblé basculer sur son axe. Sophie Lambert. Une jeune fille gracile aux cheveux bruns et indisciplinée et au rire semblable à un carillon. Elle avait passé tout un été ici, il y a 17 ans, nichée dans le coin poésie avec mon fils, Mathieu. Il avait 19 ans, rentré de sa première année en école de commerce, plein d'une énergie agitée et d'ambition. Sophie était son amour d'été, une âme douce qui lui lisait du Rimbaud pendant qu'il feignait l'intérêt, ses yeux déjà tournés vers un avenir dont elle ne faisait pas partie. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle avait disparu. Mathieu, quand je lui avais demandé, avait haussé les épaules avec une nonchalance exaspérante. On a rompu. Elle est retournée chez elle. Il était passé à autre chose sans un regard en arrière. Je n'ai plus jamais revu Sophie Lambert. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de la jeune fille aux yeux tristes et au recueil de poèmes. Jusqu'à maintenant. Cette jeune fille, Léa Lambert, avait 16 ans. La chronologie était d'une justesse parfaite et cruelle. Je l'ai regardée à nouveau, vraiment regardée, et je l'ai vue clairement cette fois. La détermination dans sa mâchoire, la façon dont son front se plissait quand elle réfléchissait. C'était Mathieu. Elle était le miroir de mon fils à cet âge. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Se pouvait-il? C'était un saut sauvage, improbable. Une coïncidence de nom et de date. Mais le sentiment au fond de mes tripes, un bourdonnement profond et résonnant de certitude, me disait le contraire. Vous avez vraiment un travail? La voix de Léa a traversé mes pensées tourbillonnantes. Ou étiez-vous simplement poli? L'espoir dans sa question était si fragile, si terrifié d'être brisé. À cet instant, j'ai fait un choix. La logique pouvait attendre. La prudence pouvait aller au diable. Oui, j'en ai un, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le sentais. Le poste est à toi si tu le veux. Le soulagement a inondé son visage si complètement que c'était comme regarder le soleil percer à travers les nuages. Vraiment? Tu peux commencer demain? 9 heures. Vous ne me connaissez même pas, balbutia-t-elle, son sang-froid se fissurant enfin. Je sais que tu aimes les livres, ai-je répondu doucement. Pour l'instant, c'est suffisant. Un léger tremblement l'a parcouru. Je n'ai aucune référence ou quoi que ce soit. On s'arrangera. J'ai contourné le comptoir. Au-dessus de la boutique, il y a une petite chambre mansardée, poussiéreuse et remplie de vieux stocks, mais elle est chaude et sèche. Il y a une chambre à l'étage. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux qu'un foyer. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu sois sur pied. Ses yeux gris étonnamment familiers, se sont remplis de larmes. Elle les a refoulés avec force. Je ne peux pas vous payer pour ça. Considère que ça fait partie du travail, ai-je dit. Tu travailleras pour te loger. C'est un paiement suffisant. Elle est restée là, oscillant légèrement, comme si le poids écrasant d'une gentillesse inattendue était trop lourd à porter. Merci, a-t-elle murmuré, la voix chargée d'émotion. Je vous promets que je ne vous décevrai pas, je te crois, ai-je dit. Et c'était vrai. Elle a atteint la porte avant de se retourner, le front plissé par une dernière question hésitante. Pourquoi faites-vous ça pour moi? J'ai regardé cette jeune fille, cette étrangère qui ressemblait à un souvenir oublié, et je lui ai donné la vérité la plus simple. Parce que tu as demandé. Elle a hoché la tête lentement, puis s'est glissée dans la lumière déclinante de l'automne, me laissant seul dans l'espace silencieux et caverneux de la librairie. Le grand livre de contes non résolu était ouvert sur le comptoir, mais les chiffres n'avaient plus d'importance. La fille de Sophie Lambert venait d'entrer dans ma vie. Et j'avais le sentiment terrible, plein d'espoir et à couper le souffle, que je n'étais plus aussi seul que je l'avais pensé. Les semaines suivantes se sont écoulées au rythme doux de la découverte. Léa s'est avérée être un baume pour l'âme lasse de la vieille boutique, et pour la mienne. Elle arrivait chaque matin un quart d'heure en avance, les cheveux soigneusement tirés en arrière, son expression sérieuse et prête. Elle a appris le système d'inventaire en 2 jours, sa mémoire des titres et des auteurs étant photographique. Elle avait un sens intuitif de ce dont un client avait besoin, plaçant souvent le livre parfait entre leurs mains avant même qu'il sache qu'il le cherchait. Nous avons développé une routine tranquille. Je préparais un café le matin, et nous nous asseyions à la petite table de l'arrière-boutique, la vapeur de nos tasses se mêlant à l'odeur du vieux papier.
pendant ces moments calmes, des morceaux de son histoire ont émergé, offerts non pas avec apitoiement, mais avec une honnêteté surprenante et sans fard. Ma mère. Elle aimait les livres plus que tout, m'a-t-elle dit un après-midi, en époussetant une étagère de littérature classique. Avant qu'elle ne tombe malade, elle me lisait des histoires tous les soirs. Elle avait des voix pour tous les personnages. Elle semble avoir été merveilleuse, ai-je dit doucement. Le visage de Léa s'est adouci d'un sourire triste et lointain. Elle l'était. Mais je pense qu'elle a toujours porté une profonde tristesse. Ses parents l'ont reniée quand elle est tombée enceinte de moi. Elle n'avait que 20 ans. Je ne pense pas qu'elle s'en soit jamais remise. 20 ans. Le même âge que Sophie cet été-là avec Mathieu. Chaque nouveau détail était une autre pièce du puzzle qui se mettait en place. C'était juste nous deux, toujours, a poursuivi Léa, sa voix tombant à un quasi-murmure. Quand la drogue a pris le dessus. J'ai essayé de m'occuper d'elle. J'avais 10, peut-être 11 ans. J'ai appris à être invisible, à trouver des excuses. À mentir. Elle l'a dit si factuellement, comme si elle décrivait des leçons apprises en classe. C'est un lourd fardeau pour une enfant. Je n'avais pas le choix, dit-elle en me regardant, ses yeux gris clairs et stables. Quand je l'ai trouvée. Elle était enfin en paix. Après ça, c'était juste. Les systèmes. Les familles d'accueil. Un foyer en province. C'était froid. Pas seulement la température. Personne ne nous voyait. Nous n'étions que des dossiers dans un placard. Alors tu es parti. Le jour de mes 15 ans. J'ai fait mon sac à dos avec les quelques affaires que j'avais et je suis juste. Parti. Je suis seul depuis. En l'écoutant, un profond sentiment de connexion a grandi entre nous. Son histoire de perte et d'isolement résonnait dans les chambres silencieuses de mon propre cœur. Moi aussi, je savais ce que c'était d'être laissé pour compte. J'ai pensé à Mathieu, mon fils brillant et ambitieux. Après la mort de Camille, il s'était abattu sur la librairie comme un vautour, armé d'un business plan et d'un regard froid et calculateur. « Papa, tu dois être pragmatique », avait-il dit, arpentant les lattes usées du plancher. Cet endroit est une encre émotionnelle, pas un atout financier. Il perd de l'argent. J'ai besoin de 200 000 € pour le financement de départ de ma nouvelle start-up. Vends le bâtiment. C'est la décision intelligente. Cette boutique est tout ce qu'il me reste de ta mère, avais-je répondu, la voix tremblante. Nous l'avons construite ensemble. Chaque livre sur ses étagères est un souvenir. Son visage s'était durci, la chaleur s'en étant écoulée pour révéler l'étranger qu'il était devenu. Donc tu choisis une librairie poussiéreuse et en faillite plutôt que l'avenir de ton propre fils ? Je vois. Je choisis d'honorer la mémoire de ta mère, avais-je dit. Je choisis ma maison. Très bien, avait-il lâché, sa voix comme de la glace qui se brise. Reste ici et noie-toi dans tes souvenirs. Mais ne m'appelle pas quand tout s'effondrera. Il n'avait pas appelé. Pas une seule fois en 2 ans. J'avais perdu ma femme à cause de la mort, et mon fils à cause de l'ambition. Nous étions 2 êtres solitaires, Léa et moi, hantés par les fantômes des familles que nous avions perdues. Le sentiment qu'elle était la fille de Mathieu est devenu une certitude que je ne pouvais plus ignorer. J'avais besoin de preuves, non pas pour ma propre conviction, mais pour la sienne. Un soir, j'ai trouvé un article en ligne sur les tests ADN généalogiques. Léa, ai-je dit le lendemain, en essayant de paraître décontracté. Je lisais des articles sur ces kits d'ascendance. J'ai toujours été curieux des racines de ma famille. Ils avaient une offre 2 pour le prix d'un. Je me suis dit que nous pourrions peut-être le faire ensemble. Elle a levé les yeux de son carnet où elle griffonnait souvent, ses propres histoires prenant forme. Vraiment ? Je ne connais rien de ma famille, à part ma mère. Raison de plus pour être curieux, ai-je souri. Ça pourrait être amusant. Elle a accepté. Quand les kits sont arrivés, nous nous sommes assis au comptoir comme 2 scientifiques se lançant dans une grande expérience, frottant nos joues avec des écouvillons et scellant les flacons. Nous avons marché jusqu'à la poste ensemble et les avons envoyés. Le site web indiquait que cela prendrait 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines avant que la vérité silencieuse entre nous ne reçoive un nom. Pendant cette période d'attente, la librairie a recommencé à respirer. Léa a suggéré que nous lancions un club de lecture pour adolescents. Il a commencé avec 3 membres et est passé à 10 en 2 mois.
Elle a créé une page sur les réseaux sociaux pour la boutique, publiant de belles photos ensoleillées de piles de livres et des critiques réfléchies. De nouveaux visages plus jeunes ont commencé à apparaître, attirés par sa passion tranquille. La clochette au-dessus de la porte a commencé à tinter plus fréquemment. Un après-midi, elle m'a montré un petit recueil de poésie abîmée qu'elle transportait partout dans son sac à dos. La couverture était maintenue par du ruban adhésif. C'était à ma mère, a-t-elle expliqué. C'est la seule chose qui me reste d'elle. Je l'ai ouvert avec précaution. Sur la page de garde, d'une écriture élégante et délavée, se trouvaient les mots « Pour ma Léa ». Souviens-toi que l'amour trouve toujours un chemin, maman. Ma gorge s'est nouée. Je le lui ai rendu doucement. Elle t'aimait beaucoup. Je sais, a-t-elle murmuré, serrant le livre contre sa poitrine. Parfois, j'écris des histoires sur elle. La version d'elle avant que la tristesse ne prenne le dessus. La mère qu'elle voulait être. Ce n'est pas stupide, Léa, ai-je dit, voyant la lueur de doute de soi dans ses yeux. C'est comme ça que nous gardons en vie les gens que nous aimons. 4 semaines et 3 jours après avoir posté les kits, une notification par email est apparue sur mon ordinateur portable. Vos résultats ADN sont disponibles. Mes mains tremblaient en cliquant sur le lien. Et c'était là, d'une certitude scientifique et crue. Relation, petite fille. Confiance, extrêmement élevée. J'ai fixé l'écran, les mots se brouillant à travers un soudain voile de larmes. J'ai imprimé la page, ma vieille imprimante ronronnant en signe de protestation. Léa ? Ai-je appelé, ma voix semblant distante et étrange. Elle est entrée dans le bureau, une question dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, Julien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. D'une certaine manière, c'est le cas. J'ai tourné l'ordinateur portable vers elle. Elle s'est penchée, ses yeux balayant l'écran. J'ai regardé son visage passer de la curiosité à la confusion, puis à une incrédulité stupéfaite. Petite fille, a-t-elle murmuré en me regardant. Comment ? Comment est-ce possible ? J'ai pris une profonde inspiration, le moment que j'avais redouté et espéré étant enfin arrivé. Léa, j'ai un fils. Il s'appelle Mathieu. Il y a 17 ans, lui et ta mère, Sophie, étaient amoureux. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle a quitté la ville soudainement cet été-là. Et je n'ai jamais su pourquoi. Léa s'est affaissée sur la chaise en face de moi, le visage pâle. Mon père. Il est vivant ? Oui. Des larmes ont rempli ses yeux, un mélange d'une centaine d'émotions différentes. Est-ce qu'il sait pour moi ? Je ne sais pas, ma chère, ai-je dit, le cœur serré pour elle. Mais nous allons le découvrir. Elle m'a regardé, un espoir terrifiant naissant dans son expression. Et s'il ne veut pas de moi ? J'ai tendu la main sur le bureau et j'ai pris la sienne, ma prise ferme et sûre. Alors c'est un imbécile, ai-je dit doucement. Et tu m'auras toujours. Appeler Mathieu, c'était comme sauter volontairement d'une falaise. Son numéro était toujours dans mon téléphone, un fantôme numérique que je n'avais pas eu le cœur de supprimer. J'ai attendu que Léa soit sortie chercher le déjeuner, la librairie silencieuse autour de moi, les résultats ADN imprimés posés sur le comptoir comme un verdict. J'ai composé le numéro. Il a répondu à la 4e sonnerie, sa voix sèche et impatiente. Papa ? Mathieu, ai-je commencé, ma propre voix étonnamment stable. Il faut que tu viennes à la librairie. Nous devons discuter de quelque chose. Un lourd soupir à l'autre bout du fil. Je suis en plein lancement. Ça ne peut pas attendre ? Non, Mathieu. Ça ne peut pas, j'ai fait une pause, rassemblant mes forces. C'est à propos d'une femme que tu as connue il y a longtemps. Sophie Lambert. Le silence qui a suivi était lourd et absolu. Pendant un moment, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, qu'est-ce qu'il y a avec elle ? Sa voix était différente maintenant. Sur la défensive. S'il te plaît, viens. Cet après-midi. D'accord, a-t-il lâché. 16 heures. J'ai 20 minutes. Il a raccroché. Quand Léa est revenue, je lui ai dit qu'il venait. Ses mains tremblaient en posant mon sandwich sur le comptoir. Je devrais être là, a-t-elle demandé d'une petite voix. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes dans le bureau, ai-je dit doucement. Laisse-moi lui parler d'abord. On verra ce qu'il dit. L'espoir dans ses yeux était une chose fragile et belle, et cela me terrifiait.
Il est arrivé à 16h03, entrant d'un pas décidé comme s'il était chez lui. Il avait l'air plus âgé, des rides de stress gravées autour de ses yeux, mais il portait le même costume cher, le même air d'importance détaché. « Bon, dit-il, sans prendre la peine de saluer. Tu as mon attention. De quoi s'agit-il ? J'ai verrouillé la porte et j'ai tourné le panneau sur « Fermé ». Sophie a eu une fille, Mathieu. Il y a 16 ans. Elle s'appelle Léa. Son visage est resté un masque d'indifférence froide. D'accord. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? C'est ta fille. Pour la première fois, une fissure est apparue dans son sang-froid. Un éclair de quelque chose de l'agacement, pas du choc a traversé son visage. C'est ridicule. C'est la vérité. J'ai poussé les résultats ADN imprimés sur le comptoir. Nous avons toutes les deux fait un test. Elle est ma petite fille, ce qui fait d'elle ta fille. Il a jeté un coup d'œil au papier, sa lèvre se retroussant en un léger rictus. On peut falsifier ces choses. Les laboratoires font des erreurs. Sophie est morte il y a 4 ans, Mathieu. D'une overdose. Léa a connu les familles d'accueil, les foyers. Elle vit dans la rue depuis 1 an. J'ai observé son visage, cherchant une lueur de compassion, de regret. Je n'ai rien trouvé. Pourquoi tu me dis ça ? A-t-il demandé, sa voix d'un calme glacial. Parce que c'est ton enfant. Elle mérite de connaître son père. Je ne veux pas être père, dit-il simplement, comme s'il parlait de la météo. Je ne l'ai jamais voulu. Une terreur froide m'a envahi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Sophie m'a dit qu'elle était enceinte avant de partir, a-t-il admis, détournant le regard vers la fenêtre. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. J'avais 19 ans, j'avais toute ma vie planifiée. Un enfant ne faisait pas partie du plan. J'ai été très clair. La cruauté de la chose, l'égoïsme pur et a coupé le souffle, m'a coupé le souffle. Donc tu savais. Tu savais que tu avais un enfant, et tu n'as rien fait. Elle a fait son choix, dit-il en haussant les épaules. Elle a décidé d'avoir l'enfant. C'était sa responsabilité. Il a pris sa mallette. Je n'ai pas le temps pour ce drame. J'ai une vie, une carrière. Ça ne m'intéresse pas de jouer à la petite famille avec une inconnue. Ce n'est pas une inconnue. Elle est dans le bureau en ce moment même. Les mots sont sortis de moi, une tentative désespérée et de dernière minute pour atteindre une partie enfouie de lui. Ses yeux se sont dirigés vers la porte du bureau, une brève et froide évaluation. Je m'en fiche. Et je savais qu'il le pensait. La porte du bureau a grincé en s'ouvrant. Léa est sortie, le visage strié de larmes silencieuses, mais son expression n'était pas celle de la faiblesse. C'était celle d'une clarté crue et douloureuse. Mathieu s'est retourné, son visage se crispant presque imperceptiblement. Il ne veut pas de moi, dit-elle, sa voix étant une simple constatation de fait, pas une question. Léa, écoute, a commencé Mathieu, adoptant un ton conciliant qui m'a donné la chair de poule. C'est une situation compliquée, non, dit-elle, sa voix gagnant en force. C'est en fait très simple. Tu savais pour moi. Et tu as choisi de partir. Elle l'a regardé dans les yeux, et pour la première fois, j'ai vu la femme qu'elle deviendrait. Ma mère m'a dit que mon père était mort. Je pensais que c'était l'histoire la plus triste du monde. Mais elle n'était pas cruelle. Elle me protégeait. Elle a fait un pas de plus. Je n'ai pas besoin d'un père. Je crois que j'espérais en avoir un. Sur ce, elle s'est retournée et est retournée dans le bureau, fermant doucement la porte derrière elle. Mathieu l'a regardé partir, son expression indéchiffrable. Puis il m'a regardé, son visage se tordant en quelque chose de laid. Tu es content maintenant ? Tu as déterré le passé et mis le bazar pour tout le monde. Dehors, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Sors de ma boutique. Il est parti, le tintement de la clochette un petit jingle moqueur dans le silence étouffant. J'ai trouvé Léa assise par terre dans le bureau, serrant contre sa poitrine le recueil de poésie abîmé. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai passé mes bras autour de ses épaules tremblantes. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré. Je suis tellement désolé. Elle s'est appuyée contre moi, une longue respiration haletante s'échappant d'elle. Ce n'est pas grave, dit-elle, sa voix étouffée contre mon cardigan. Ça fait mal. Mais ce n'est pas grave.
Maintenant, je sais. Elle a levé les yeux, ses yeux rouges mais clairs. On n'a pas besoin de lui, n'est-ce pas? Non, ma chère, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Nous n'avons jamais eu besoin de lui. Dans le calme de la librairie, entouré de la compagnie silencieuse et fidèle d'un millier d'histoires, nous avons commencé à écrire la nôtre. Ce n'était pas l'histoire d'un père retrouvé et d'une famille réunie. C'était une histoire plus calme, plus résiliente. L'histoire de deux âmes solitaires qui, dans les décombres de leur passé, ont trouvé un foyer l'une en l'autre. Les années qui ont suivi ont été un témoignage silencieux de la résilience d'une famille choisie. Léa s'est épanouie. Elle a passé son baccalauréat en candidat libre, étudiant au comptoir entre les clients. Elle a mis tout son cœur dans la librairie, et celle-ci a fleuri sous ses soins. Le marque-page est devenu plus qu'une boutique, c'était un centre communautaire, un espace chaleureux et accueillant où les histoires n'étaient pas seulement vendues, mais partagées. Et elle écrivait. Dans les heures calmes après que nous ayons fermé les portes, elle remplissait des carnets de sa prose vive et magnifique. Elle écrivait sur une fille qui trouvait du réconfort dans les livres, sur une mère perdue dans la tristesse, sur les fantômes que nous portons et les foyers que nous construisons. À 19 ans, elle a terminé son premier manuscrit. Je l'ai lu d'une seule traite, le cœur serré d'une fierté féroce et protectrice. Il est bon, n'est-ce pas, a-t-elle demandé en se mordillant la lèvre alors que je tournais la dernière page. Léa, ai-je dit, la voix épaisse. Il est extraordinaire. Son parcours vers la publication a été une leçon de persévérance. Les refus sont arrivés, mais elle a accueilli chacun d'eux avec une détermination tranquille qui me rappelait tant sa mère. Finalement, à 21 ans, un agent a vu la magie dans ses mots. 3 mois plus tard, son livre était vendu. La soirée de lancement a eu lieu à la librairie. C'était bondé, l'air vibrant de chaleur et de célébration. Je me tenais à l'arrière, regardant Léa lire un extrait de son roman, sa voix stable et claire, et je ne voyais pas la jeune fille effrayée de 16 ans qui avait franchi ma porte, mais une femme confiante et brillante qui s'était construit une vie avec des mots et du courage. Son premier livre a été un succès modeste. Son deuxième, publié à l'âge de 25 ans, a figuré sur les listes régionales des meilleures ventes. Son troisième s'est vendu aux enchères pour une somme qui nous a fait rire d'incrédulité. Un magazine littéraire en ligne a publié un article sur elle, de la rue aux listes de best-sellers, le triomphe improbable de Léa Lambert. C'était un bel article, détaillant son passé difficile et son ascension vers le succès, créditant le grand-père qui l'avait recueilli et la petite librairie de Bellerive qui était devenue son sanctuaire. C'est cet article, bien sûr, qui a fait revenir le fantôme. Une semaine après sa publication, un message est apparu dans la messagerie de Léa sur les réseaux sociaux. Elle me l'a montré, le visage pâle. Léa, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais j'ai vu l'article. Je suis incroyablement fier de la femme que tu es devenue. J'ai été un lâche il y a toutes ces années, jeune, stupide et égoïste. J'ai vécu avec ce regret chaque jour. Si tu pouvais un jour trouver dans ton cœur la force de me pardonner, j'aimerais avoir une chance de te rencontrer. De connaître ma fille. Ton père, Mathieu. N'y réponds pas, ai-je dit immédiatement, mon sang se glaçant. Julien, il dit qu'il a changé. Les gens comme Mathieu ne changent pas, Léa. Ils s'adaptent. Il n'a jamais été intéressé par sa fille. Il est très intéressé par une auteure à succès. Ce n'est pas juste, dit-elle, un nouveau ton défensif dans sa voix. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans son cœur. La dispute qui a suivi a été calme mais vive, la première véritable discorde dans notre vie paisible. Elle voulait croire à la rédemption. Je voulais la protéger de la douleur inévitable. En fin de compte, c'était à elle de faire son choix. Elle l'a rencontré pour un café. Elle est rentrée rayonnante. Il était tellement désolé, Julien. Il a pleuré. Il a dit qu'il avait suivi une thérapie, qu'il était une personne différente maintenant. Les rencontres sont devenues régulières. Il était charmant, attentionné et infiniment fier de ses accomplissements. Il est venu à la librairie, achetant des exemplaires dédicacés de ses livres pour ses collègues. Il était l'image parfaite d'un père pénitent. Je regardais depuis la touche, mon cœur à ne serrer de suspicion, attendant que le couperet tombe. Il est tombé 3 mois plus tard. Il a cette nouvelle idée de business incroyable, m'a dit Léa un soir au dîner. Un service de boxe par abonnement pour les entrepreneurs. Le business plan est brillant. Voilà. La même vieille chanson. Et il a besoin d'investisseurs,
ai-je dit, ma voix plate. Il veut m'offrir la première opportunité, dit-elle en évitant mon regard. En tant que famille. Il a besoin de 100 000 € pour le lancer. Ne le fais pas, Léa. C'est mon argent, s'est-elle emportée, la première fois qu'elle élevait la voix contre moi. Vous ne supportez pas de me voir avoir une relation avec lui. Vous voulez me garder pour vous tout seul. L'accusation, née de son propre cœur en conflit, m'a frappé comme un coup physique. Ce n'est pas vrai, ai-je dit tranquillement. J'essaie de te protéger. Je n'ai pas besoin de votre protection, a-t-elle crié, avant de fuir la pièce. Cette nuit-là, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas le laisser lui briser le cœur une seconde fois. Mon plan était un risque terrible. Si je me trompais, je perdrais sa confiance pour toujours. Mais si j'avais raison, je lui donnerais la seule chose dont elle avait besoin, la vérité, de sa propre bouche. Le lendemain matin, je l'ai appelé. Mathieu, c'est ton père. J'ai réfléchi. Tu avais raison il y a toutes ces années. La librairie est trop pour moi. Je vais vendre. Un temps de silence surpris. Vraiment? Papa, c'est une excellente nouvelle. La propriété vaut beaucoup maintenant, ai-je poursuivi. Au moins un demi-million d'euros. Et je veux te le donner. Quoi? Tout. À une condition. Dis-la, dit-il, sa voix avide. Tu sors de la vie de Léa. Tu disparais. Pas d'appel, pas de message. Tu ne la contactes plus jamais. J'avais demandé à Léa de venir à la boutique, d'attendre dans l'arrière-boutique et d'écouter sur le haut-parleur. J'avais besoin qu'elle soit mon témoin. Mathieu n'a même pas hésité. Marché conclu, a-t-il dit. Mon cœur, qui avait gardé une lueur d'espoir que je me trompais, s'est finalement brisé. Pourquoi, ai-je murmuré dans le téléphone. Pourquoi si facilement? Soyons réalistes, papa, dit-il, sa voix lisse de logique froide. C'est une offre généreuse. Et Léa. Elle est résiliente. Elle est arrivée jusqu'ici sans moi. Elle a sa carrière, ses livres. Elle n'a pas vraiment besoin d'un père. De l'embrasure de la porte du bureau, Léa est apparue. Elle ne pleurait pas. Son visage était un masque de calme, de dévastation silencieuse. Elle a pris le téléphone de ma main. Salut, papa, dit-elle, sa voix claire comme une cloche. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu. Merci, a-t-elle poursuivi doucement. Tu viens de me donner la conclusion dont je ne savais pas avoir besoin. Je ne te déteste pas. Je pense que j'ai juste pitié de toi. Tu échanges les gens contre du profit. Ça doit être une façon de vivre très solitaire. Au revoir, Mathieu. Elle a mis fin à l'appel et a posé doucement le téléphone sur le comptoir. Puis elle s'est tournée vers moi, et son sang-froid s'est finalement effondré. Elle est tombée dans mes bras, et nous sommes restés là pendant un long moment, deux êtres se soutenant mutuellement dans le sanctuaire silencieux de notre librairie. La blessure qu'il avait infligée était profonde, mais cette fois, nous la guéririons ensemble. 1 an plus tard, Léa a publié son 4e roman. J'ai ouvert mon exemplaire en avant-première à la page de dédicace. On pouvait y lire, pour Julien. Tu m'as appris que le foyer n'est pas un lieu où l'on est, mais un lieu où l'on est accueilli. Ceci est pour toi. Notre vie a continué son rythme doux. Le café du matin, le tintement de la clochette, le réconfort infini des livres. Le marque-page a prospéré, un phare dans notre petit coin de Belle-Rive. Parfois, je regardais Léa assise dans le fauteuil usé près de la cheminée, la tête penchée sur un nouveau manuscrit, et je pensais aux courants étranges et imprévisibles de la vie. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une fille. Je pensais que mon histoire se terminait, que les derniers chapitres seraient écrits dans la solitude. Mais une jeune fille aux souhaits à capuche élimée avait franchi ma porte à la recherche d'un travail, et à la place, nous avions trouvé une famille. Et je savais, avec une certitude qui s'est installée au plus profond de mes os, que nos meilleurs chapitres restaient à écrire.